Nous sommes de retour dans votre live de TV Finance et nous allons ouvrir désormais notre page présidentielle 2022 avec notre prestigieux invité, monsieur François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire en disponibilité et inspecteur général des finances. Vous êtes donc un homme politique français, président de l'Union populaire républicaine que vous avez fondée en 2007. Donc on fête les 15 ans ce 4 avril de votre parti. Monsieur Asselineau, comment analysez-vous la montée des extrêmes de tous bords, gauche-droite, en France? Est-ce conjoncturel ou bien structurel ? Alors, un, c'est structurel. Deux, j'appelle pas ça des extrêmes. Pour ce qui me concerne, je pense que ce que nous vivons, c'est vraiment la fin, sans doute provisoire d'ailleurs, mais la fin du clivage droite-gauche et l'apparition, ça fait déjà un certain nombre d'années, d'ailleurs quand j'ai créé l'UPR, c'était déjà fondé sur cette idée, l'apparition d'un clivage qui est celui entre les partisans de la mondialisation, c'est-à-dire l'effacement des frontières des nations et des peuples, et puis les partisans du retour à la nation comme entité qui est indépassable pour assurer la démocratie. Donc en fait, vous avez d'un côté les mondialisateurs qui se prétendent modernistes, mais qui sont aussi en fait des tyrans, parce que l'Union européenne, c'est une tyrannie, c'est une dictature, on pourra en parler. Monsieur Macron a géré la France comme une dictature, en n'écoutant absolument personne, en éborgnant les gens et en ne mettant en œuvre que l'agenda fixé par l'Union européenne. Et puis de l'autre côté, vous avez tous ceux qui protestent. Et ça peut se voir. Alors il y a quelque chose qui est à mon avis, que les internautes devraient méditer. Si vous regardez l'élection présidentielle depuis 2007, 2012, 2017, 2022, sur cette période, sur ces 4 élections, si vous additionnez au premier tour le candidat de l'UMP devenu LR, plus le candidat du PS, donc les deux grands partis qui ont structuré la France, donc ça commence avec Sarkozy, ça se termine avec Pécresse, et puis côté socialiste, il y a Ségolène Royal, et Hollande, etc. Là, si vous accumulez tout ça, on passe de à peu près 56% des suffrages en 2007 à 6,5%. Vous vous rendez compte que le parti de Chirac plus le parti de Mitterrand ont fait tous les deux cumulés 6,5% des voix. C'est-à-dire leur disparition. C'est la fin du bipartisme Alors, pas classique. tout à fait. Non, parce qu'au même moment, le Front National est devenu Rassemblement National. Si on fait le même calcul depuis 2007 jusqu'à 2022, qui commence avec Jean-Marie Le Pen, puis 3 Marine Le Pen, et si vous additionnez ça avec Mélenchon, qui n'était pas présent en 2007, mais qui a été présent aux 3 fonctions successives, eh bien vous avez le phénomène à peu près inverse. Exactement. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui passe d'à peu près 11 à 48%. En comptant Dupont-Aignan aussi également. Alors, si vous ajoutez, et ça c'est très important aussi, si vous ajoutez à Marine Le Pen et à Mélenchon, qui l'un et l'autre ont des programmes... Enfin, personne ne voulait sortir de l'Union européenne. Moi, je voulais le faire, je n'ai pas pu avoir mes parrainages. Mais sur les 12 candidats, si vous additionnez les pourcentages obtenus par les candidats qui ont présenté des programmes ouvertement ou explicitement ou implicitement contraire aux traités européens, je dis explicitement parce qu'il y en a qui le disent, par exemple, Mélenchon dans sa profession de foi dit si c'est contraire aux traités européens, nous désobéirons aux traités européens. Donc il a adouci un peu son discours vis-à-vis de l'Union européenne. Oui, quand même, bien sûr, Madame Le Pen aussi. Ils ont adouci le discours, mais dans les faits, ils ont proposé des programmes qui sont impossibles à mettre en œuvre dans le cadre des traités européens. Donc il n'y a pas que Madame Le Pen et Mélenchon, vous pouvez y ajouter Éric Zemmour, vous pouvez y ajouter Nicolas Dupont-Aignan, vous pouvez y ajouter Fabien Roussel, vous pouvez y ajouter Philippe Poutou, Madame Arthaud, et je dois encore en oublier un qui doit être Jean Lassalle. Eh bien, si vous additionnez tout ça, ils ont fait 61% des suffrages. Donc, et ça, c'est en montée permanente. Donc, ce qui est en train de se passer... Et comment vous l'analysez, justement ? Est-ce que c'est un simple rejet de la majorité au pouvoir ? Non, je pense que nous sommes...
comme je le dis, on va vers, à mon avis, la fin de la mondialisation. On en a les prémices un petit peu partout, qui d'ailleurs n'est pas soutenable du point de vue, ne serait-ce que du point de vue de l'écologie, parce que aller faire fabriquer à l'autre bout du monde tous les produits que l'on consomme, ça n'est pas raisonnable. Même Macron dit, et même un certain nombre de gens disent qu'il faut relocaliser les industries. Bon, donc il y a ce phénomène qui est apparu dans les années 90 en fait, avec la création de l'OMC faisant suite à l'effondrement de l'URSS. Donc à la fin du XXe siècle, on a pensé qu'on allait avoir un monde qui allait être entièrement libéralisé. Et puis, vous savez que les idées sont comme les générations, ça dure une trentaine d'années, ben nous y voici. Une trentaine d'années après, cette idée est en train de s'effondrer. De partout, vous voyez que les peuples veulent reprendre le commandement de leur destin. Et en France, ce pourcentage de 61% ne cesse d'augmenter. Alors ce qui est absolument tragique en France, c'est que normalement, ça devrait déboucher sur une offre politique et normalement, on devrait avoir à l'Élysée quelqu'un qui représente ces 61% des Français. Et comme il y a en France depuis 30 ans le système de faire barrage à l'extrême droite, qui est une astuce. Qui s'essouffle de plus en plus. On parlait effectivement, Jacques Chirac était élu à 82% en 2000, mais si vous voulez, alors ça c'est typiquement, ça a été conçu par Mitterrand, on connaît toute l'histoire avec Michel Charasse, mais ce barrage à l'extrême droite qui marche de moins en moins. Ben oui, parce que d'abord Madame Le Pen, je suis pas là pour... Et dédiabolisé. C'est pas seulement dédiabolisé. Si vous regardez son programme, qu'est-ce qu'il y a d'extrême droite dans le programme de Madame Le Pen? Il y a des mesures qui sont des mesures qui sont, comment dirais-je, jugées inacceptables par des gens de gauche. Par exemple, sa priorité nationale. Priorité nationale qui consiste à réserver les emplois ou bien les logements sociaux à des nationaux d'abord et les étrangers ensuite. Bon, donc ça, vu de gauche, c'est inacceptable, ce que je peux comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe dans le monde entier. Et c'est pas spécialement d'extrême droite. D'ailleurs, si vous voulez, comme moi, être haut fonctionnaire, si vous voulez passer l'ENA, devenu l'ISP, vous devez être français. Si vous voulez déposer votre bulletin de vote, vous devez être français. Donc c'est quelque chose qui est contestable. Mais qualifier ça d'extrême droite, ça n'est pas vrai. Et là, il y a un jeu sur les mots. Pour ce qui me concerne, je considère que l'extrême droite, c'est d'abord et avant tout un pouvoir autoritaire qui impose une idéologie, qui agit sur les foules par des sentiments, par de l'émotionnel et jamais par la raison, qui sert les intérêts d'une oligarchie financière. Est-ce qu'avec ce discours, vous appelez à voter à contrer Marine Le Pen ou à voter pour moi j'appelle vos sympathisants qui sont nombreux. Oui. Quelle consigne de vote éventuelle? Alors d'abord, moi je ne donne pas de consigne de vote. Voilà. Qu'allez-vous voter, si je puis me permettre? Alors, moi ce que je pense, c'est qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Et l'extrême droite aujourd'hui, c'est Macron. Voilà, parce que c'est ça le paradoxe. On a eu pendant 5 ans un véritable pouvoir d'extrême droite. Macron ment, Macron tabasse, éborgne, mutile. Macron a détruit l'hôpital public, détruit le service public. Macron se couche devant les grandes puissances du moment. Macron nous entraîne vers un conflit avec la première puissance nucléaire mondiale, sans que jamais les Français d'ailleurs ne soient avertis. Macron joue sur l'émotionnel. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes là entre les deux tours et que personne ne sait quel est le programme de Macron? Il a lancé des bribes comme ça, mais il a lancé rien. des bribes, il y a quelques pistes, c'est une forme de continuité. Voter pour Macron, c'est voter pour une continuité. Alors même s'il y a des thèmes qui reviennent, la retraite qui rabaisse... la retraite qui veut monter à 65 ans. Mais qui ramène à 64. Donc, alors moi, ce que je vois, si vous voulez, j'ai regardé minutieusement les programmes. Le programme de Mme Le Pen et le programme de M. Mélenchon sont identiques sur 72% des items, à peu près. Les 3/4. Monsieur Mélenchon, vous dites. Mélenchon, je dis bien Mélenchon. Oui, de toute façon, on sait qu'il y a des vases communicants assez évidents entre l'extrême droite et l'extrême gauche. En gros, 75% des programmes qui sont identiques et qui sont, à mon avis, qui ne sont pas extrémistes. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de maintenir l'âge de la retraite, alors 60 ans pour M. Mélenchon, 62 ans pour Mme Le Pen qui ne veut pas y toucher. Lorsqu'il s'agit de défendre les services publics, lorsqu'il s'agit de créer le RIC, etc. Bon, lorsqu'il s'agit d'avoir une France non alignée qui fasse prévaloir l'appel, lorsqu'il s'agit de sortir de l'OTAN pour Mélenchon, du commandement militaire intégré pour Mme Le Pen, il y a 75% des sujets qui sont identiques. Et qui, soit dit en passant,
moi, je ne sais pas, mais personnellement, je ne considère pas que le RIC, qui consiste à donner aux Français le pouvoir de faire des référendums comme les Suisses l'ont ou comme les Californiens l'ont, je ne vois pas ce que ça a d'extrême droite. Je trouve au contraire que c'est très démocratique. Lorsque Mme Le Pen propose qu'il y ait une proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'elle propose que des partis politiques qui ne sont pas représentés parce que trop petits puissent entrer à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que ce soit une grande caractéristique de l'extrême droite que de faire venir plus de monde à l'Assemblée nationale. Non, donc ce que je veux dire par là, c'est que Mélenchon et Mme Le Pen ont un programme qui est à 3/4 compatible. Alors il y a des points sur lesquels ils sont en désaccord. Vous appelez à voter, à faire barrage à M. Macron. Oui, moi j'appelle absolument à faire barrage à Macron. Et je voulais terminer. Quand on compare en revanche le programme de Mélenchon et celui de Macron, il n'y a que 20% comparables. Donc il y a une anomalie profonde, c'est que normalement, M. Mélenchon, il y a 15 jours entre le premier tour et le deuxième tour. Les 15 jours ne sont pas faits pour les chiens. Si la Constitution a prévu qu'à la différence de toutes les autres élections, il n'y ait pas une seule semaine entre les deux tours, mais 2 semaines, c'est que la Constitution a prévu que les Français doivent avoir le temps de réfléchir et les candidats doivent avoir le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Moi, personnellement, je trouve que M. Mélenchon aurait dû refuser de répondre aux questions. Il a été sommé par les journalistes à 20h10 ou 20h40 de dire ce qu'il allait faire. Je considère qu'il aurait dû dire, s'il avait été un homme d'État, je vais réfléchir. Et j'aurais à sa place pris contact avec Mme Le Pen. Je sais que vu de gauche, il y a un certain nombre. Je ne sais pas. Personnellement, je ne le pense pas, puisqu'il s'est précipité pour dire non. Et je pense qu'il fallait... Mme Le Pen propose une union nationale. Je pense qu'il fallait qu'il saisisse la balle au bon. Et puis, essayer de discuter. Ça a été quoi, le Conseil national de la résistance en 43-44 ? De Gaulle est parvenu à mettre autour de la table des gens qui se haïssaient. Le Parti communiste français, d'un côté, et à l'autre bout, il y avait des cagoulards, c'est-à-dire des anciens d'extrême droite, d'Eugène Deloncle, et qui étaient entrés dans la résistance. Il y a un moment, quand la patrie est vraiment en danger, je considère personnellement que Macron est un homme extrêmement dangereux. Il y a des moments où il faut savoir mettre de côté ses réticences. Moi, j'ai créé un mouvement il y a 15 ans pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je pourrais dire, et je l'ai dit d'ailleurs, les 12 candidats qui se sont présentés, il n'y en a aucun qui proposait de sortir de l'Union européenne. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais me présenter. Je ne veux pas me présenter pour le plaisir de me présenter. Est-ce que vous pensez... Alors, je rappelle que vous n'avez pas eu vos parrainages. Vous aviez cherché à les avoir, mais vous les avez pas eu. Est-ce que vous pensez... Quelle pourrait être la raison ? Est-ce que c'est parce que, justement, en plein conflit ukrainien, finalement, on s'est rendu compte que peut-être l'OTAN avait du sens, que finalement, on vivait dans un monde où l'Europe pouvait éventuellement avoir du sens aussi. La raison de quoi ? Que j'ai pas eu mes parrainages ? Que finalement, il y a certains de vos électeurs qui se soient dit... Non. Je pense que j'aurais eu des voix si j'avais pu me présenter. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des manœuvres d'un certain nombre de forces qui ont essayé de dissuader les maires de me parrainer. C'est-à-dire la transparence de leur choix, en fait, jusqu'à des lettres anonymes qui ont été envoyées par des souverainistes. Mais il y a aussi eu des pressions venant de certaines sphères pour ne pas donner de parrainage aux candidats du Frexit. Voilà. Il faut quand même... Moi, j'ai eu M. Bayrou au téléphone personnellement. Et c'était difficile pour moi, comme ça l'était pour M. Mélenchon, pour Mme Le Pen ou pour M. Poutou. Et ce que je note, et pour M. Zemmour, ce que je note, c'est que Bayrou a fait en sorte que M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Zemmour et M. Poutou aient leur parrainage, et il en avait des centaines sous le coude, et moi non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'ailleurs au passage, notez bien que cette chose extraordinaire, c'est que le numéro 2 et le numéro 3 des élections, qui représentent à eux deux quasiment presque la moitié des électeurs, pour un peu, n'avaient pas leur parrainage. Alors que Mme... s'est décidé dans les derniers jours, voilà, c'est vrai. Alors que Mme Pécresse, qui a royalement fait 4,7% des suffrages, a eu plus de 2000 parrainages. Donc ça veut bien dire... Oui, et Mme Hidalgo, c'est pareil. Ils ont à eux deux, la L2, mais Mme Hidalgo et Pécresse ont dû rafler peut-être 25 ou 30% des parrainages. Ça prouve que ce système des parrainages est devenu complètement délirant, complètement obsolète. Mais ça prouve aussi quelque chose. Ça prouve que M. Bayrou, en parfaite connivence avec M. Macron, a donné des parrainages à Mme Le Pen, à M. Mélenchon, à M. Zemmour, à M. Poutou. Bon, ils ont préféré donc donner des parrainages à ceux que maintenant ils dénigrent comme étant des épouvantails d'extrême droite. Mais non, d'une pipe.
soit Mme Le Pen est un mouvement anti-républicain d'extrême droite. À ce moment-là, il faut l'interdire. On est en démocratie, c'est impossible. Ouais, bien sûr, vous pouvez très bien dissoudre un mouvement qui est un mouvement. Regardez, Génération Identitaire a été dissous. Bon, violent. Oui, bon. Mais si c'est un parti, il a le droit de concourir. Et s'il avait des difficultés à avoir ses parrainages, pourquoi est-ce qu'ils sont venus à son secours? Donc vous avez des dirigeants qui sont venus au secours pour que Mme Le Pen ait ses parrainages, et ensuite ils disent « Oh, quelle horreur !» On voit bien que c'est la commedia dell'arte, c'est du cinoche, c'est du cinéma. Vous savez de qui ils avaient le plus peur? Ils avaient peur de moi, parce qu'ils avaient peur de quelqu'un qui dit ce que je crois être la vérité. Et depuis 15 ans, tout ce que j'ai dit a été confirmé. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un candidat qui propose le Frexit. Vous êtes un précurseur d'une certaine façon, parce qu'en faisant des recherches sur vous, j'ai compris que vous étiez le précurseur dans le cybermilitantisme. Le cybermilitantisme, c'est globalement le militantisme sur Internet. Chose qu'aujourd'hui est systématique. Monsieur Mélenchon est devenu un pro de TikTok, Monsieur Macron également, Madame Le Pen, etc. Est-ce que finalement, on n'en revient pas à cette question que je voulais vous poser au tout début? Avant, on votait pour des appareils d'État. On est d'accord, on votait pour les éléphants du PS, on votait pour une famille politique de droite. Aujourd'hui, on vote pour un homme, on vote pour une femme, on vote pour une figure. Est-ce que vous vous inscrivez toujours dans ce mouvement de cybermilitantisme? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que comment ça se fait que finalement vous n'ayez pas eu vos parrainages? Parce que tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors, non, d'abord, au-delà de ce que vous venez de nous expliquer, hein, mais rapporté à votre connaissance fine du cybermilitantisme. Alors, ça me fait un peu sourire de façon un petit peu amère votre question, parce que je me rappelle une fois, j'avais une journaliste qui m'avait dit « Alors vous avez décidé, monsieur Asselineau, d'être présent sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas beaucoup sur les grands médias. » J'avais dit « Mais attendez, vous prenez les choses à l'envers. C'est justement parce que nous ne sommes jamais invités sur les grands médias qu'on a bien été obligé de se développer d'une autre façon, c'est-à-dire par le cyber. Plus importante. On voit que monsieur Mélenchon, c'est les jeunes qui ont voté pour monsieur Mélenchon. Pas uniquement. Beaucoup, son électorat, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, ce sont les jeunes en majorité qui ont voté pour lui. Oui. Les jeunes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Oui, mais quand même pas uniquement. Et puis monsieur Mélenchon bénéficie de quelque chose que je n'ai pas, c'est qu'il est également très médiatisé sur les grands médias. Donc l'un et l'autre, si vous voulez, ce sont deux béquilles qui permettent d'avancer. Vous avez des candidats qui sont très médiatisés dans les grands médias, mais qui le sont peu sur les réseaux sociaux. Par exemple, Madame Pécresse, elle est nulle. Enfin, LR est très très mauvais. Nous, on a une chaîne UPR TV qui a dépassé les 300 000 abonnés. C'est quand même considérable. On a fait une augmentation de plus de 105 ou 111% en l'espace de 2 ans. Moi, je vois que la chaîne des Républicains, ça doit être quelque chose comme 10 000 abonnés. Donc, ce sont des partis qui, eux, sont présents dans les grands médias. Ce sont des partis complètement sclérosés. Pas besoin d'avoir des chaînes Internet. Qui ne sont pas... Et puis, à contrario, vous en avez d'autres qui sont, comme nous. Nous, je pense qu'on est un des meilleurs, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Je voudrais, en fait, que l'on ait les deux comme ceux qui marchent bien. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que... Il nous reste une minute. Sur les réseaux sociaux, ce que les gens cherchent aussi, c'est pas seulement une personnalité, c'est qu'ils cherchent des analyses différentes. La grande différence entre la télé, la radio et les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, les gens vont chercher l'information qu'ils veulent trouver. Celle qu'ils veulent trouver. Ils ne se la laissent pas imposer. Donc on a un électorat beaucoup plus intelligents au sens ils veulent interléguer, ils veulent faire le lien entre les champs du savoir, beaucoup plus proactifs et qui sont, à mon avis, beaucoup plus porteurs d'avenir. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire, mais les évolutions sont quand même lentes. Et moi, ce que je vois, je ne sais pas comment va se dérouler cette élection, mais je pense que dans tous les cas de figure... peut être élue, selon vous ? Je pense qu'elle aura des difficultés, mais ce dont je suis pratiquement certain, c'est que le score va être extrêmement serré. Là, les derniers sondages, on est sur il y a 52-48, 54. À mon avis, ça va être très serré parce que Macron fait l'objet d'un rejet absolument phénoménal dans un très très grand nombre d'endroits, de milieux. Il ne tient que grâce à cette astuce de faire barrage à l'extrême droite. Le barrage républicain. Voilà. Quand on voit comment M. Macron a traité d'ailleurs la population française,
française, je pense que ça peut lui revenir en fait dans les gencives. Ok, merci Monsieur Asselineau. François Asselineau, vous êtes président de l'Union populaire républicaine qui a fêté ses 15 ans le 4 avril dernier. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Monsieur Asselineau. Le live de TV Finance est quasi fini, on marque une pause, on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.